Oui. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. Nous allons attendre de petites minutes supplémentaires le temps que vos confrères se connectent. Si c'est bon pour vous, Dr Bagueri, on va pouvoir commencer. Moi, je suis sous les ordres, comme les chevaux. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Sylvain Magérus. Je suis manager au contrôle médical pour le groupe Reliance. Et je vais laisser la main à Sylvie Fachot pour se présenter. Bonjour, Sylvie Pachot. Je travaille au sein de l'assistance juridique de Reliance SPS. Nous répondons avec mes collègues aux questions qui ont un lien direct avec le contrat d'assurance statutaire, donc toutes les questions concernant les congés pour raison de santé et les risques professionnels. Merci. Merci Sylvie. Je vais à présent laisser la main au Dr Bagueri qui va vous animer ce webinaire autour de la reconnaissance de l'imputabilité. Je vous invite bien évidemment, si vous le souhaitez, à réagir, soit par le biais du chat en envoyant une question ou en levant la main, si vous le souhaitez en direct, sachant que nous avons prévu à la fin de ce webinaire également un temps d'échange pour répondre à vos questions. Et je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré. Donc, si certains d'entre vous ne souhaitent pas y figurer, je vous invite à éteindre vos caméras. Je vous laisse la main, Dr Bagueri. Bonjour, merci Sylvain, bonjour Sylvie et bonjour tous les chers confrères. J'aime bien demander qui est là, mais là on est un peu trop nombreux, ça prendrait trop de temps, donc on ne va pas faire de tour de table. Deux choses pour vous rassurer. La première, c'est que c'est court puisque c'est prévu pour durer une demi-heure et en fonction. J'entends des bruits parasites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de connexion? Non? Donc, j'étais en train de vous rassurer en vous disant que c'est prévu pour durer une demi-heure et s'il y a besoin, il y aura une rallonge de temps en fonction de ceux qui en ont envie. Et deuxième chose, c'est vraiment le but, c'est l'interaction, le PowerPoint qui fait 6 diapos, dont 2 de présentation. Vous voyez, donc il fait 4 diapos. C'est fait exprès. L'idée, c'est de partir sur des idées extrêmement simples et basiques. On ne sait pas quel est le niveau de formation des gens qui s'inscrivent. Peut-être que certains sont déjà des experts patentés et peut-être que d'autres sont des experts tout récents et d'autres encore pas encore formés. Donc nous, on part de la base, c'est le principe, pour qu'il y ait une interaction et une homogénéité de pensée, ou en tout cas une contradiction de la pensée. Je me présente quand même, je suis le Dr Bagueri, je suis médecin généraliste à la base, expert depuis 2009, et médecin conseil au sein de Reliance. On est 3 chez Reliance statutaire, dont moi. Voilà. Donc je vais passer l'idée. Alors pensez aussi à Sylvie Fachot, qui est donc le service juridique. L'idée qu'on soit tous les deux, même si c'est moi qui suis plus bavard,
c'est pour qu'on s'appuie vraiment sur les textes et que si on a des doutes statutaires, si on a des doutes sur le texte, c'est Madame Fachot qui est là pour ça. D'accord? Donc, vous pouvez poser des questions vraiment médico-juridiques. Moi, je ne suis que le médical. Sylvain, je partage mon propre truc, c'est ça? Oui, si vous voulez, docteur. Alors, je vais essayer d'y arriver, comme d'habitude. Hop. Alors, en toute logique, là, vous devriez l'avoir. Est-ce que vous l'avez? Parfait, oui. C'est bon? Oui. Oui. Voilà. Alors, vous l'avez avec les fenêtres sur le côté ou pas? Oui, par contre, Oui. il a fait net sur le côté, oui. Alors, comment je fais pour que vous n'ayez pas les fenêtres sur le côté? Tout en bas à droite, vous avez en fait paramètres d'affichage. Vous avez différents onglets. C'est celui-là. Oui, celui-ci. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a prévu un webinaire sur 3 angles qui sont très... Alors, je surveille l'heure, il est déjà 14h06. 3 angles qui sont très percutants et en tout cas très fondamentaux. C'est vraiment le trépied de l'expertise. C'est de quoi parlons-nous quand on parle d'imputabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on reconnaît comme lésion ou maladie. 2, je viens de prononcer le mot, les maladies professionnelles qui sont des choses à part et qui méritent d'être reconnues avec une technicité affinée. Et la consolidation et les soins post-consolidation qui posent souvent des soucis que ce soit en maladie professionnelle ou en accident du travail. Donc, il y a 3 thèmes différents. Aujourd'hui, comme c'est mis en gras ou souligné, c'est la reconnaissance de l'imputabilité. D'abord, on s'appuie sur les textes. Appel à Sylvie Fachot qui rappelle qu'il y a 3 circonstances particulières qui nous intéressent, nous. C'est l'accident du travail, dit accident de service, pardon, l'accident de service qui est sur le lieu du service, du travail, l'accident de trajet pour se rendre au travail ou pour avoir les trajets habituels et la maladie professionnelle qui répond en fonction, en plus maintenant c'est compliqué dans la fonction publique parce que c'est en fonction des dates d'apparition, mais grosso modo quand même aujourd'hui on peut retenir que les maladies professionnelles doivent répondre au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale. Et si elles n'y sont pas désignées, elles ont des caractères imposés pour être reconnues hors tableau. Est-ce que cette première diapo génère des questions? Alors, je ne vous vois pas quand je suis en projection, donc si vous ne parlez pas ou si vous ne levez pas la main, c'est que tout va bien. Je précise qu'aller chercher son pain, si c'est tous les jours qu'on va chercher son pain à midi ou le matin, ou aller chercher son fils, ou l'amener à l'école, ou aller le chercher, si c'est tous les jours, ça fait partie du trajet de travail. Si c'est aller faire des courses parce qu'on est mercredi et que c'est tous les 15 jours que je vais faire des courses, ce n'est pas le trajet de travail. Ouais. Mais ça, c'est des règles judiciaires. Sylvie Fachot, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? En ce qui concerne effectivement l'accident de trajet, quand bien même le législateur n'a pas repris ce critère de régularité, tant que nous n'avons pas de jurisprudence qui contredise bien sûr les jurisprudences antérieures, effectivement, on va tenir compte de la nécessité de la vie courante, des nécessités de la vie courante. Et effectivement, c'est ce que vous dites, docteur, d'aller chercher son pain, mais pourvu que ce soit sur le trajet le plus direct entre le point A, son domicile, le point B, son lieu de travail. Oui, ça, c'est des cas où, quelquefois, si je me trompe, Mme Pachot, quelquefois, il y a des gens qui vont chercher le pain à la boulangerie de l'autre bout de la ville parce que c'est leur plaisir, mais ça, c'est leur plaisir du coup. Exactement. Il faut effectivement différencier les nécessités de la vie courante de motifs purement personnels. Exactement. Voilà. Je reviens juste sur l'article 2, le premier qui est nommé L822-18, en vous précisant quand même que c'est en l'absence de faute personnelle. Alors, ce n'est pas nous les médecins qui nous occupons de tout ça, mais c'est important de savoir que le législateur a bien pensé au fait que si c'est la personne qui se met dans une situation de danger par faute personnelle, et ben, si le danger s'exécute et qu'il en résulte un accident, il n'est pas considéré comme un accident de travail. Donc, nous, on ne s'en occupe pas pour la reconnaissance d'accident, c'est ce qu'on va voir dans les diapos suivantes. Mais en revanche, si on fait une expertise et que l'on s'interroge sur les circonstances de survenue, on peut les noter. Ça peut servir à la constitution du dossier. Voilà. Et or, en plus, les circonstances, vous allez le voir juste après,
les circonstances d'accident sont très importantes, puisque selon les critères d'imputabilité, qui sont les critères de Muller et Cordonnier, alors je n'ai pas eu le temps de vous demander qui vous étiez, mais si vous avez déjà des diplômes de dommages corporels, vous connaissez ça. Ce sont les 7 critères qui permettent de dire si une lésion est imputable ou non. Et le premier critère, c'est pourquoi les circonstances liées avec la diapo précédente sont importantes. Le premier critère, c'est la réalité, bien sûr, mais surtout l'intensité du traumatisme, donc son mécanisme. Donc ça veut dire, là, c'est évidemment pas dans la maladie professionnelle, hein, on est dans les accidents de service, mais c'est très important qu'on ait une certitude d'un mécanisme qui corresponde. Alors, je crois que vous voyez ma souris quand je me balade. Vous la voyez? Oui. Oui. La réalité et l'intensité avec une lésion qui doit être certaine, avec une concordance de siège et de traumatisme, c'est une évidence que si on n'a pas ça, ça ne colle pas. Donc, si vous avez mon habitude de prendre comme exemple, c'est je suis debout, je suis debout, je marche tranquillement, je me heurte à une porte ouverte, c'est-à-dire qu'elle bouge avec mon petit choc. La rotule gauche, d'accord, j'ai un mécanisme léger. Si j'ai une radio faite le lendemain avec une arthrose, pour les médecins qui voient bien la différence, une arthrose fémoro-tibiale intense, et que je n'ai pas d'œdème prérotulien, même sous la peau, on le voit sur la radio, hein, tout ça, de décollement, etc. Ça veut dire que j'ai la réalité du traumatisme, je l'ai, l'intensité, je peux la coder puisque je suis en train de marcher contre une porte ouverte, donc il ne m'offre pas de résistance, et j'ai une radio où je n'ai pas de certitude de diagnostic de lésion post-traumatique, puisque je retrouve pas de post-traumatique imputable à ce fait-là. Peut-être que l'arthrose fémoro-tibiale est imputable à un vieux traumatisme, mais pas à un choc qui a eu lieu la veille contre la rotule. Voilà, donc il faut qu'il y ait aussi la concordance de siège. Dans l'exemple que je vous donne, on trouve les choses. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Docteur Béguerie, docteur Deva, une question, on voit effectivement. Des fois, des patients qui ont un accident de travail, simplement en se levant de leur chaise, ils ont eu mal au dos. Oui. Est-ce que c'est un accident de travail? Ils se lèvent de leur chaise brutalement et commencent un lumbago. Alors là, l'intensité du traumatisme. Je suis d'accord avec vous. Alors, la problématique revient à la diapo d'avant et à Sylvie Fachot qui va vous dire que à partir du moment où c'est à l'occasion, Sylvie, dites-nous, si quelqu'un se lève, qu'il n'y a pas de phénomène extérieur, il se lève de sa chaise sur le lieu de travail et il a mal au dos. Alors, antérieurement, le juge administratif considérait que dès lors qu'il y a un mouvement de rotation ou d'élévation, effectivement, il y a un fait qui peut provoquer une lésion. Depuis un conseil d'État du 6 février 2019, le juge administratif, en partant bien sûr la définition législative, vient renforcer en fait cette définition de l'accident de service et indique notamment que c'est un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté. Ce qui fait que là, on se rend compte qu'il y a d'autres critères qui interviennent, en dehors du fait, comme vous l'avez dit, docteur Béguerie, qu'ils surviennent sur le temps, le lieu du service ou dans le prolongement de ce service. Là, effectivement, c'est un événement caractérisé par sa violence et sa soudaineté. Donc là, on peut émettre un doute, effectivement, et conseiller, bien sûr, les clients pour ne pas reconnaître trop hâtivement l'imputabilité au service. Et ce que vous mentionnez aussi, docteur, c'est le fait de se lever. Est-ce que ça peut provoquer telle lésion? Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans le pire des cas, dans votre question, alors merci, Sylvie, dans le pire des cas de votre question, qui est évidemment le cas le plus complexe, c'est quand il n'y a pas véritablement d'accident, mais qu'il y a une douleur survenant de façon aiguë sur le lieu et à l'occasion du travail. Dans l'exemple que vous prenez, c'est assez facile parce que toutes les données scientifiques vous montrent que quand bien même ce mouvement est à l'origine d'une contracture musculaire, il ne sera pas à l'origine d'une lésion anatomique pérenne. Et donc, dans le pire des cas, si vous
enfin dans le pire des cas. Soit vous considérez que ce mouvement est un mouvement personnel qui n'est pas inhérent à l'activité professionnelle et vous ne le reconnaissez pas, mais je pense qu'on va avoir des problèmes juridiques, même si Sylvie Fachot, vous venez nous préciser que ça s'ouvre un peu de ce côté-là. Soit vous le reconnaissez, mais on a une lombalgie aiguë commune, sans lésion anatomique. Donc tous les examens qui vont trouver des lésions, s'ils en trouvent, ce seront des lésions qui ne seront pas imputables au simple fait de se lever. Autrement dit, vous retiendrez quelque chose de très court et sans séquelles. Parce qu'il n'est quand même pas faux qu'en se levant, on peut se faire mal. Ça convainc personne? Si. Donc, vous vous appuyez sur la réalité du diagnostic et la certitude. Je me lève, je me fais une contraction musculaire, j'ai la certitude du diagnostic. La concordance du siège et des lésions, ben, il n'y a pas de lésion, si ce n'est une contraction musculaire qui va disparaître en 5 jours. Donc, si j'ai encore mal 15 jours après, ce n'était pas ça qui m'a fait mal. C'est autre chose. Et d'ailleurs, 99 fois sur 100, vous en conviendrez, je pense, chers confrères, on a une discopathie desséchée dégénérative, on a une arthrose, on a des choses comme ça. D'accord? Et même si le critère de la continuité évolutive est fondamental, le critère d'après, c'est pas parce que j'ai eu mal lundi en me levant, j'ai pas eu de lésion, et que je fais ma radio mercredi, qu'on voit de l'arthrose, que après, quand j'ai mal le jeudi d'après, c'est toujours la lésion du lundi. Non, c'est l'arthrose, qui, elle, n'est pas imputable. Le critère 4 de l'imputabilité, c'est j'ai un accident le lundi et je me plains le jeudi. Alors là, il n'y a plus la continuité. D'accord? Ils sont vraiment inséparables. Hein. Il ne faut pas dire que j'ai les critères 1, 3 et 5, donc je dis oui. Non, il faut que j'ai tous les critères. Ok, le délai d'apparition, c'est ce que je viens de vous dire. L'absence d'état antérieur, on en a parlé avec le lumbago. Mais pour vieillir un peu moi-même, j'ai dépassé le demi-siècle. Il peut arriver que si je me lève un peu vite, je me fasse mal au dos. Bon, alors moi, je ne vais pas faire d'accident de travail, mais l'idée, c'est que ça peut arriver sur un geste soudain ou un lever un peu rapide. D'accord? Et je me fais une contracture à ce moment-là, mais je ne me fais pas une discopathie. Vous êtes d'accord avec ces commentaires? Oui, tout à fait. Oui, très bien. Oui. Juste une question, si je peux me permettre. Oui, c'est fait pour ça. Hein, c'est fait pour ça. Je vais passer le moment. Est-ce que la jurisprudence a évolué sur les infarcts et les AVC sur le lieu de travail? C'est un gros problème d'imputabilité, moi, je trouve. Allez-y, finissez votre phrase, je souris, mais je ne sais pas si vous me voyez. Non, je n'ai pas vu. Non, voilà, sur les AIT, les AVC et les infarcts, moi, ça me pose un gros problème d'imputabilité. Est-ce que la jurisprudence a évolué là-dessus? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un fait générateur particulier, comme ça a été le cas pendant un moment ou... Alors effectivement, la jurisprudence évolue parce que le juge administratif, en fait, à la base, hein, au niveau des infractus notamment, je me permets, je reprends. Oui, le juge administratif, en fait, je reprends un bref considérant hein, de principe, notamment d'une jurisprudence hein, de 2021, 2023, 2024, s'agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu par exception de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Ça sous-entend qu'effectivement, le juge administratif considère que les malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux sont inhérents à la personne. Et de ce fait, on n'a plus de présomption d'imputabilité hein, en cas d'accident de service et il revient à l'agent de rapporter les éléments de preuve et qu'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Et effectivement, la jurisprudence évolue. Dès lors que si l'agent arrive à prouver qu'il y a eu un surmenage professionnel qui a conduit à cet AVC, effectivement, il y a des jurisprudences en cas de contentieux, bien entendu, qui ont reconnu. D'accord, merci. Je vous en prie. Si je peux me pardon, permettre, allez-y. excusez-moi, j'arrive en cours de route, j'ai été retenu. Bienvenue. Je suis psychiatre et effectivement, quand on parle de l'état antérieur, c'est pas simple pour nous. Et quand vous avez quelqu'un qui il y a un accident de service, mais il y a une personnalité avant. Comment se goupille-t-on avec cette affaire-là? Alors, si vous me permettez, chers confrères, merci d'abord de nous avoir rejoints. Ensuite, je vais vous répondre, je vais vous proposer une réponse
plutôt, parce que évidemment c'est un sujet complexe, mais je vais d'abord répondre à la question d'avant pour compléter sur le plan strictement médical ce qu'a dit Sylvie Fachot. D'abord, merci de nous rappeler que dans les textes et dans la jurisprudence, les choses s'ouvrent en fait sur la physiopathologie. Et donc, ça me permet d'insister sur le fait qu'il faut vraiment que nous, les médecins, nous restions des médecins. C'est pour ça que cette diapo là d'imputabilité, je la laisse figée, parce que il faut que nous soyons des médecins et que nous réfléchissions en physiopathologie. Si je suis, moi, sain de corps et d'esprit et de vaisseau, assis derrière mon ordinateur, que quelqu'un, alors assis derrière mon ordinateur, oui, et que mon chef me passe un saxo monumental, que je deviens effectivement en tachycardie, en hypertension, et que je développe à ce moment-là, alors que j'ai 50 piges, un AVC, il y a peut-être un lien entre la situation aiguë et la physiopathologie. Si je suis, moi, sain de corps et d'esprit et de vaisseau, en train de porter un coffre-fort à 18 mètres de haut, peut-être qu'il y a un lien entre la situation professionnelle, l'effort physique, le stress et l'accident. Peut-être. À vous de le voir, mais ça, je pense qu'on peut trouver des physiopathologies concordantes. Si je suis, par contre, coronaropathique depuis 15 ans, tabagique actif à 20 paquets années, et que je suis derrière mon ordinateur, qu'il ne se passe rien de particulier, pas de stress, pas d'entrant, etc., et que je fais mon AVC, y aura-t-il une cause extérieure imaginable que vient de redemander Sylvie Fachot par sa jurisprudence? Donc, je pense qu'il faudra faire extrêmement attention à ça. Nous, notre gouvernance, si j'ose dire, y compris le président de la FNAMA, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la Fédération nationale de médecine agréée, considère que si le caractère endogène est évident et qu'il n'y a pas de caractère exogène évident, la lésion n'est pas un accident du travail. Alors attention, parce que si vous faites un infarctus, que vous tombez de votre chaise et que vous cognez une bosse, c'est bien un accident du travail. Vous prenez la bosse, mais vous ne prenez pas l'infarctus et ses conséquences. Vous prenez la bosse et ses conséquences. Parce que s'il n'avait pas été à la maison, s'il n'avait pas été au travail, mais sur son lit, il aurait fait peut-être le même malaise. C'est pour ça que vous ne prenez pas de malaise, mais il n'aurait pas eu la bosse. Donc, on prend les conséquences du malaise si elles sont en lien avec la situation professionnelle. C'est-à-dire qu'il tombe d'une échelle parce qu'il fait son infarctus en haut d'une échelle. Il aurait mieux valu qu'il le fasse dans son lit ou dans sa voiture. Enfin, encore que la voiture, non. Donc, voilà, vous voyez, j'espère que ça éclaircit un tout petit peu ou pas ? Oui, très bien. Voilà, pour l'AVC, c'est les questions classiques. Hein. Moi, je vous parle du jeu au début, je sais systématiquement, on nous parle de l'AVC et de l'infarctus derrière, c'est normal. Et après, en général, il y a un psychiatre qui pose la question de l'état antérieur. Donc, tout colle. Et en fait, c'est une très bonne question. La technique que l'on utilise en expertise sur l'état antérieur et qui est valable en psy comme non en psy, là, je vous parle de technique parce que je ne peux pas vous répondre sur un cas précis, c'est quel est l'état antérieur, on va dire même en dehors de la notion d'état antérieur, parce que vous avez bien fait d'utiliser le mot de personnalité, qui n'est pas forcément un état antérieur au sens médico-légal, mais qui est un état, tout simplement. D'accord ? Comment aurait évolué la situation, que ce soit du genou, dont tout à l'heure je vous en ai parlé, de la coronaropathie, on vient d'en parler maintenant, ou de la personnalité psychologique ou psychique, comment elle aurait évolué sans l'interaction de l'événement qui nous concerne aujourd'hui? D'accord ? Donc, on appelle ça évolution de l'état antérieur sans l'accident. Comment auraient évolué les lésions imputables exclusivement à l'accident s'il n'y a pas d'état antérieur, donc s'il n'a pas une personnalité sensitive, s'il n'avait pas un passé parano ou abandonnique, etc. Est-ce que le fait lui-même, et donc pour le somatique c'est encore plus facile, est-ce que le fait lui-même engendre la suite des conséquences? Est-ce qu'il suffit à engendrer la suite des conséquences? D'accord ? Donc, vous faites le travail de la personnalité antérieure sans le fait, nous, à étudier. Le travail du fait à étudier en excluant l'état antérieur. Et après, vous faites une synthèse psychologique et physiopathologique la plus étudiée possible de la conjonction des deux. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est complexe ce que je viens de dire? C'est complexe. Et oui, c'est notre cher confrère psychiatre qui vient de répondre c'est complexe. Oui. Eh bien oui. Ben oui, vous êtes dans le domaine le plus complexe. En somatique, 9 fois sur 10, on arrive à voir comment évoluerait une arthrose du genou, et qu'on la cogne ou qu'on la cogne pas. Et en fonction de la violence du choc, on arriverait à savoir si ce choc aurait suffi à donner une prothèse de genou 5 ans plus tard, ou s'il n'y en aurait pas eu, s'il n'y avait pas eu l'arthrose. Donc nous, en somatique, c'est plus facile. Vous, votre travail, c'est de dire est-ce que c'est personnalité sensitive
aurait pu rester équilibré, ou est-ce que, sans l'accident, est-ce que d'autre part, avec l'accident, cette personnalité, sans personnalité sensitive, aurait abouti à une hospitalisation et une décompensation quelconque? Et si c'est la conjonction des deux que je dois étudier, je regarde qui domine et je réponds avec sincérité sur ce que je pense, c'est-à-dire qu'il aurait pu éviter une décompensation s'il n'avait pas eu l'accident, ou quoi qu'il arrive, c'est la personnalité et l'état antérieur qui vieillit tranquillement de cette façon-là, et l'accident n'était, je ne prends, comme ce que je vous ai donné tout à l'heure sur le lumbago, qu'une petite partie, mais pas l'évolution. D'accord, là ça devient un peu plus clair. Je vais réécouter l'enregistrement. Ben, j'espère qu'il est pertinent. Non, c'est parce que c'est vraiment une question quand on a des personnes qui sont avec des personnalités particulières et stables, je dirais, à l'occasion d'un événement, c'est la poule et l'œuf, quoi. Hein. Oui, mais alors vous avez raison, il y a deux. Si je veux rajouter encore plus de complexité ou de finesse dans ce que vous dites, et ça marche aussi pour le somatique, donc c'est pour ça que je reprends la conversation. Il est 26, je vous ferai un sondage à la fin de ma phrase. S'ajoute la notion de décompensation. C'est-à-dire que si vous estimez que l'état antérieur est réellement décompensé, il aurait pu rester sur le fil, que ce soit une question de personnalité borderline ou une question d'arthrose de genou chez quelqu'un qui a 57 ans, par exemple, il aurait pu rester sur le fil, il n'aurait peut-être jamais eu sa prothèse, et quand bien même le choc lui-même, ou le choc psychologique, hein, je fais exprès de parler, n'est pas complètement suffisant pour aboutir sans état antérieur à une prothèse, mais si c'est vraiment ce choc qui a accéléré et certifié la nécessité d'une prothèse, alors je prends la décompensation de l'état antérieur, et là je prends tout. Il ne faut pas léser les gens sous prétexte qu'ils ont un état antérieur. Mais il faut, dans ces cas-là, je reprends mon genou, il faut que vous soyez certain que sans le traumatisme, il n'y aurait pas eu la prothèse de genou. Ce qui n'est pas fréquent, sauf gros traumatisme. Le docteur Cavé avait une question, docteur Viguerie. Oui, je ne vois pas. En fait, je ne sais pas comment j'ai fait la présentation aujourd'hui, mais je ne vois pas je vous vois pas. Je vous écoute. Merci. Oui, moi j'avais en fait deux questions, mais la principale, j'ai des soucis moi avec la notion de preuve. Bon, on a cité l'AVC sur le lieu de travail. On peut avoir affaire à des patients aphasiques par la suite et ça va être difficile pour eux de vraiment justifier les circonstances. Il y avait une question au DU récent qui est organisé à Bordeaux, qui était amusante aussi sur le fait de la preuve, l'histoire d'une guêpe qui pique un agent technique pendant son travail. Et on dit, bah, si la guêpe ne pique que si on l'attaque, donc ça laissait supposer éventuellement que l'agent avait fait une faute. Quelle est la délimitation de la notion de faute? Et puis, j'en profite pour poser une autre question, mais qui n'a rien à voir, mais par rapport au tableau des maladies professionnelles, je trouve qu'on a quelquefois des difficultés avec la notion de durée de travail, notamment pour des gens qui travaillent plus ou moins en intérim. Je pense aux aides-soignantes actuellement ou aux personnels de santé qui sont avec le système Hublot. On ne sait plus très bien exactement la durée de travail et on a du mal à trouver des justificatifs. C'est une autre question, j'en profite pour poser les deux. Merci. Sur la première question, c'est Sylvie qui va répondre ou pas? Oui, enfin, je peux effectivement tenter d'apporter des éléments. Alors, d'une part, concernant la notion de faute, dans un accident de service, la faute, l'imprudence ou la négligence ne vont pas s'opposer en fait à la reconnaissance de l'imputabilité au service. Dans la mesure où il faut entendre faute personnelle, comme antérieurement, en fait, c'est un synonyme de l'acte détachable du service. C'est-à-dire que c'est une faute d'une particulière gravité, auquel cas on ne peut reconnaître aucun lien avec l'exercice des fonctions. Là, en l'espèce, le fait qu'un agent, malheureusement, a été victime d'une piqûre d'une abeille, quand bien même il aurait tenté de la repousser, c'est une imprudence, une faute, mais pas synonyme d'un acte détachable du service. Là, il faut vraiment que l'acte détachable, c'est vraiment une particularité, une gravité confirmée.
C'est par exemple le cas d'un agent qui avait malheureusement été victime d'un accident de la circulation, mais il avait doublé sur une ligne blanche avec aussi peu de visibilité et en pleine montée. Donc, il y avait un cumul de fautes où le juge administratif avait refusé l'imputabilité et c'était dû notamment à ce cumul de fautes. Là, en l'espèce, c'est rapporter l'élément de preuve. L'accident de service, c'est dès lors que l'événement survient dans le temps et le lieu d'exercice des fonctions ou dans le prolongement de celui-ci, c'est une présomption d'imputabilité. Néanmoins, l'agent, lui, doit rapporter une déclaration circonstanciée de l'accident. Et comme vous le savez, la bonne foi est présumée. Ce qui fait qu'il faut néanmoins que l'agent rapporte le maximum d'éléments et puisse apporter, à côté de son certificat médical initial qui fait un constat des lésions et du siège des lésions, une déclaration circonstanciée. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est ce que aussi disait le docteur Bergerie, il faut effectivement la notion de lésion. Donc, est-ce qu'une piqûre d'insecte, effectivement, sans, je dirais, allergie, sans réaction allergique, est-ce que c'est une lésion? Ok, merci. Moi, je prendrais comme lésion et je prendrais comme un accident sans aucune, sauf s'il fait exprès d'aller mettre la tête dans un nid de guêpe, mais il faut vraiment le prouver. Mais sinon, je trouve que de réfuter ça parce qu'il s'est battu avec la guêpe, je trouve que c'est c'est pas ma tasse de thé. Donc, je le ferai pas. Je réponds juste à votre deuxième question et après, je vous ferai mon petit sondage parce qu'il est 32. La deuxième question sur le temps de travail et les tableaux de maladie professionnelle, c'est très intéressant comme question. Je vous rappelle que nous sommes exclusivement des médecins et donc ça regroupe à la question d'avant où en fait la faute personnelle, vous racontez les circonstances et vous faites le raccord avec la pathologie. Vous raccordez les circonstances, la pathologie et la suite, mais vous ne faites pas de reconnaissance d'imputabilité, ça c'est pas vous. C'est ce qu'on va voir dans la diapo d'après. Vous faites des reconnaissances de lésions imputables, mais pas d'imputabilité d'accident ou non. Ça, c'est juridique et c'est pour ça que c'est Sylvie Fachot qui prend la parole d'ailleurs là-dessus. Et donc, c'est pareil pour la maladie professionnelle. Si vous n'avez pas les éléments suffisants, vous faites une réponse non pas de normand, mais d'expert. C'est-à-dire que vous dites que, comme c'est la hiérarchie aussi, qui a la responsabilité de transmettre les données de carrière, d'accord ? Donc, si elle ne le transmet pas, c'est de sa faute. Donc, vous répondez en disant que, sous réserve que soit documenté le temps suffisant d'exposition au risque, en l'état du dossier, dossier en l'état duquel aujourd'hui je ne peux pas trancher, mais sous réserve que les éléments d'exposition soient suffisants, alors la pathologie, les lésions, etc. correspondent. Et vous faites une réponse d'expert en disant que, voilà, dans mon tableau, j'ai 3 colonnes, il y a une colonne, je ne peux pas être certain. Je ne dis pas que ce n'est pas rempli, parce que si je dis que ce n'est pas rempli, j'affirme que ce n'est pas une maladie professionnelle. Je dis que je n'ai pas les éléments pour savoir. Et c'est après, c'est pas grave, ce sera après au comité médical ou autre instance de regrouper les éléments pour savoir si le seul élément qui vous manque à vous est rempli ou non. C'est plus facile dit comme ça? Oui, merci beaucoup, c'est très bien. Oui. Voilà, il ne faut pas hésiter On n'est pas devin, on n'est pas Dieu sur terre. Et donc, si on n'a pas des éléments, on ne les a pas. On n'incrimine pas l'agent forcément, on essaie de le pousser à donner plus de choses, mais voilà, on s'arrête là où on peut, on répond avec sincérité, physiopathologie et exigence médico-légale. Mon sondage, le voici, il est 14h34. Il nous reste 2 diapos, un petit peu de débat. J'ai 2 solutions. Soit je fais les 2 diapos assez vite parce que vous êtes tous pressés, ce qui est logique puisque c'était ce en quoi on s'était engagé. Et à 36, on raccroche, soit on se laisse aller dans une conversation un peu plus longue, mais ce sera peut-être 45, 50, 55. Je ne vois pas les écrans, donc Sylvain, vous me dites qui bouge la tête pour que ça s'arrête tout de suite. Ça semble être dans l'autre sens. Après, libre à vous, en effet, cher médecin, d'arrêter en fonction de partir, en effet, effectivement, sachant que ce replay sera à votre disposition par la suite. Donc, si toutefois vous êtes indisponible, je vous ferai suivre la suite. La suite est assez simple normalement, et donc les diapos sont courtes. La première, c'est très... Vous voyez, on en est à la conclusion. Quand je vous dis qu'il reste 2 diapos, il ne reste même pas 2, il ne reste qu'une. C'est celle-ci. J'insiste là-dessus, c'est la notion que je viens d'aborder. Les textes de loi aident à la décision d'imputabilité d'un accident.
je tombe, je fais un malaise au travail. Alors maintenant, il n'y a même plus besoin de passer par le médecin du travail. La supériorité, la hiérarchie reconnaît l'accident du travail. Les textes parlent de l'accident, pas de la lésion. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a une reconnaissance d'accident du travail parce qu'il y a un malaise sur le milieu du travail. Très bien. Il y a une reconnaissance d'accident du travail parce que vous vous levez de votre chaise et que vous avez mal au dos, que vous allez voir votre chef et qu'il vous dit j'ai mal au dos en me levant de ma chaise. Très bien. C'est une reconnaissance juridique, administrative. C'est Sylvie Fachot, ici présente, qui s'en occupe. D'accord? On vous l'envoie pour expertise. Et c'est vous qui faites le travail. Oups. Celui-là, toujours le même. Et donc, ça veut bien dire que, je vais parler de façon un peu, on voit souvent écrit, ça a été reconnu comme accident, donc on est obligé de le prendre. Non, on est obligé de prendre quoi? Je viens de vous expliquer comment vous arriviez à disséquer une contracture musculaire paralombaire d'un lumbago ou d'une discopathie aiguë. Pareil pour les problèmes de personnalité, cher confrère psychiatre, pareil pour les problèmes de genoux, etc. Donc oui, il y a eu un événement, mais s'il faut, il est consolidé et guéri le jour même. Et le reste n'est pas imputable, parce que vous n'avez pas vos critères d'imputabilité. D'accord? C'est très important d'avoir la notion que ce qui est reconnu, c'est l'accident, pas la lésion. La lésion, c'est à vous qu'elle appartient. D'accord? L'imputabilité de la lésion est à la fois une recherche médicale physiopathologique et un raisonnement médico-légal. Physiopathologique, vous connaissez. Médico-légal, c'est les critères de Cordonnier et Muller qu'on vient de voir. Voilà. Le dépistage et l'analyse de l'interaction entre une lésion traumatique et une pathologie, et l'état intérieur relève de la compétence du médecin expert. Et c'est là que on vous propose ce raisonnement qui est très important en expertise, l'évolution de l'état antérieur sans la lésion, évolution de la lésion sans l'état antérieur et évolution combinée. Et vous voyez ce qui domine et ce que vous prenez, et en toute sincérité et honnêteté intellectuelle, médicale. Si vous faites ça, alors sachant qu'il y a un chapitre particulier sur la maladie professionnelle, hein, si vous faites ce travail de reconnaissance d'imputabilité bien disséqué et bien expliqué, ça permettra d'abord de suivre de façon pertinente un accident, et ça permettra de suivre de façon pertinente une rechute 5 ans, 7 ans après, 10 ans après, etc. Ça permettra aussi, peut-être, et ça c'est l'autre, c'est ma manière à moi de conclure ce que j'ai à dire sur ce jour-là en écoutant ce que vous avez à dire vous, ça permettra aussi d'arriver à la consolidation de manière bien plus facile, parce que si vous êtes très précis sur les lésions imputables, et là je vais reprendre soit ma contracture musculaire sans lésion anatomique vertébrale, soit mon choc rotulien sans arthrose fémoro-patellaire, soit ma petite irritabilité par l'engueulade de la hiérarchie sur une pathologie véritablement borderline, voire névrotique antérieure, qui évolue pour son propre compte, ça me permettra, si je fais bien attention et que je formule bien mes imputabilités, de suivre l'évolution, je ne sais pas si vous voyez ma main, j'espère que vous la voyez, de cette pathologie post-traumatique imputable qui va redescendre et retourner vers ce que j'étais avant, et c'est à ce moment-là qu'on aura la consolidation. Et quand bien même on n'est pas guéri dans le sens où, quand bien même il n'y a pas plus rien. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais quitter la présentation pour pouvoir vous voir un peu plus et vous écouter si vous avez des commentaires à faire. Moi, je voulais poser une question, s'il vous plaît. Oui. Sur les maladies professionnelles de l'épaule. Oui. Qui nécessitent un temps cumulé oui. d'élévation antérieure du bras. Alors, c'est finalement assez rare que quelqu'un ait plus d'1 heure par jour cumulé le bras au-dessus sauf s'il est vitrier, s'il a les vitres, mais sinon, vous voyez ce que je veux dire? Je vois très très bien ce que vous voulez dire. Bon, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais oui, alors allez-y, allez jusqu'au bout. Parce que les gens disent, bon, bah, moi, oui, mais je prends des dossiers, ils sont hauts, je suis obligé de prendre le dossier, il est un peu haut. Bon, la personne, elle ne prend pas des dossiers 1 heure cumulée par jour, elle prend 3 dossiers ou 5 dossiers ou 10 dossiers peut-être. Mais bon, alors, comment faire dans ce cas-là?
Et à la maison, cette personne qui prend des dossiers, non mais je vais vous répondre, mais d'abord à la maison, cette personne qui prend des dossiers de temps en temps au travail, est-ce qu'à la maison, elle ne met pas la vaisselle en haut et elle ne l'enlève pas du haut? Est-ce qu'elle ne lave pas? Bon, donc ça veut dire que si elle a, par exemple, un facteur favorisant l'anatomie comme un conflit sous-acromial et qu'elle n'atteint pas les critères pour dire que la douleur dont elle souffre est majoritairement, voire exclusivement d'origine professionnelle, ben, le législateur a écrit, il a écrit. Je pense que nous avons déjà assez de travail, nous, les médecins, pour réfléchir sur la physiopathologie, etc., pour en plus vouloir réécrire les tableaux de maladies professionnelles qui ont été rédigés par des collèges de médecins d'un côté et par un législateur de l'autre. Si le législateur a décidé de valider un raisonnement où la situation est rare, c'est peut-être pas pour rien. Je suis d'accord avec vous, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser la maladie professionnelle et puis finalement, elles sont quand même acceptées. Ben oui, mais ça, oui, moi, ça m'est arrivé très, très souvent, bien sûr. Mais oui, mais c'est pas grave, on continue à faire notre travail de physiopathologiste et de texte de loi. C'est vraiment du médico-légal. On me dit souvent ça pour les. Ouais. Maintenant, c'est difficile de reconnaître une maladie professionnelle pour l'épaule. Non, il y a quand même des circonstances. D'abord, s'il n'y a pas de conflit sous-acromial, s'il n'y a pas de conflit sous-acromial et qu'il n'y a pas de calcification et qu'il y a vraiment un métier où la personne vraiment rentre dans la liste des professions, on en a un. On en a un, vraiment. Ouais. On en a. Je crois que je crois vraiment qu'il faut rester intègre et ne pas vouloir réécrire les tableaux. Ou alors, il faut un jour qu'il y ait une pétition générale en disant ces tableaux sont obsolètes, il faut les revoir, pourquoi pas. Mais ce n'est pas notre rôle de médecin expert dans les cas précis. Alors, il y a l'autre problème aussi de la calcification. Oui. Parce que moi, j'ai vu dire oui, il y a une calcification, mais en dessous, il y a une tendinite. Vous voyez? Oui. Alors, parce que la calcification, je ne sais pas s'il y a des orthopédistes ou des rhumatos, mais la calcification peut donner des tendinites, c'est évident. La problématique, c'est vous raisonnez sans l'état antérieur. Parce qu'en fait, là, quand je vous parle de conflit, moi, quand j'étais jeune expert, si j'ose dire, quand il y avait un conflit sous-acromial, d'office, je ne prenais pas la maladie professionnelle. Et puis, après avoir affiné les choses et discuté avec des professionnels du métier, puisque je vous rappelle que je ne suis que généraliste à l'origine, on peut très bien avoir un conflit sous-acromial, mais avoir une tendinopathie motivée par le fait qu'on a le bras en l'air toute la journée. Et donc, si ce bras en l'air toute la journée, il est lié au boulot, on peut avoir un conflit sous-acromial ou une coiffe calcifiée, mais avoir une authentique maladie professionnelle en plus. Il faut vraiment, là, que vous raisonniez, c'est la fin de cette diapo, puisque finalement, je ne les ai pas enlevées. Est-ce que l'état antérieur tout seul aurait donné la tendinite ? D'accord ? Est-ce que le fait de lever sans l'état antérieur aurait donné la tendinite ? Et l'effet combiné, c'est quoi ? Est-ce que c'est plus important d'avoir une tendinite calcifiante et qu'en fait, ma tendinopathie est liée aux calcifications ? Ou est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir levé le bras au boulot qui fait que… Et donc, je peux reconnaître, moi, je suis maintenant beaucoup plus physiopathologiste qu'avant, si j'ose dire. C'est-à-dire, je peux reconnaître une tendinopathie si vraiment les critères sont respectés, quand bien même il y a un état antérieur. Mais je ferai bien la différence entre l'évolution des pathologies liées à l'état antérieur et l'évolution des pathologies liées à la maladie professionnelle. C'est clair, ça ? C'est très clair, merci. Si je puis me permettre, il y a un Conseil d'État du 22 décembre 2017 qui est très intéressant, où dans le cadre des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, comme l'indiquait le docteur Béguerie, dès lors que l'un des 3 critères des tableaux ne sont pas remplis, ou voire 2 des 3 critères, ou une pathologie non listée, le médecin du travail avait réalisé une étude. Et le juge administratif, c'était le cas d'un agent spécialisé des écoles maternelles dans une commune qui comportait des tâches physiques et répétitives, telles que le nettoyage et le service des repas, donc effectivement pathologie au niveau des épaules. Le juge administratif s'était basé sur l'étude des conditions de travail réalisée par le médecin du travail qui mentionnait l'absence de notion de cadence et l'existence de temps de relâchement musculaire. Et le juge s'est basé bien sûr sur tous les éléments administratifs et bien sûr médicaux, et médicaux, pardon, et l'importance de ce que disait le docteur Béguerie, c'est que dans un premier temps, il y a
tout le travail de l'employeur public concernant l'imputabilité administrative et vous qui intervenez pour l'imputabilité médicale. Et là, ce sont des éléments qui avaient été portés à la connaissance du juge et il en avait déduit de ce fait une absence de lien suffisamment direct avec l'exercice des fonctions pour pouvoir reconnaître l'imputabilité au niveau de l'épaule. Donc, ce qui avait été relevé, c'était l'absence de notion de cadence et, et l'existence de temps de relâchement musculaire. En fait, c'était suffisamment pour le juge assez espacé pour éviter effectivement cette pathologie d'être reconnue imputable au service. Ouais. Et je rappelle aux confrères, puisque vous avez dit aux confrères au pluriel, mais chers confrères au singulier, vous avez dit que parfois vous réfutiez une maladie professionnelle qui était reconnue derrière. D'abord, il y a un chapitre entier sur la maladie professionnelle, donc on ne va pas. Mais d'une manière générale, nous ne sommes là que dans, aujourd'hui, le thème de notre conversation, c'est la rédaction d'un rapport d'expertise. Un rapport d'expertise n'est qu'un avis technique au milieu d'un dossier important qui inclut, et Sophie Fachot vient de le rappeler, parfois même jusqu'au juge, d'autres intervenants. Et nous ne sommes pas propriétaires de la décision. Nous donnons un avis technique. Oui, je reconnais cette lésion. Non, je ne reconnais pas cette lésion. Mais après, ce n'est pas nous qui décidons. D'accord ? Donc, dit comme ça, c'est beaucoup plus léger. Ça nous permet d'être beaucoup plus sincères. Enfin, si tant est qu'il y avait des doutes, mais en tout cas, de se dégager de toute pression, c'est ça que je voulais dire plutôt. Il n'y a pas de pression. Il y a un accident qui est reconnu de façon administrative. La conclusion, elle sera administrative. Entre les deux, on vous demande un avis technique. Vous donnez votre avis technique sans aucune pression. Et vous êtes des vrais médecins physiopathologistes avec une connaissance légale. Et avec ça, ça va vous enlever de la pression et de voir que ça a été reconnu. Je suis obligé d'y aller dedans, tout ça. Non, je suis obligé de rien. Je donne mon avis sincère et honnête. Très bien. Voilà. D'autres questions ? Comment je fais pour quitter la présentation ? Vous arrêtez le partage si vous voulez, docteur. Ben ouais, mais j'y arrive pas. Peut-être une remarque seulement. C'est pas vraiment une question, mais une remarque en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure sur l'état antérieur. En psychiatrie, à mon sens, en psychiatrie médico-légale, la personnalité n'est pas un état antérieur. Il n'est pas reconnu en tant que tel. Il faut qu'il y ait un trouble de la personnalité et ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle encore une décompensation, enfin ce terme-là se discute en psychiatrie, pour que ça soit effectivement dedans. Sinon, on peut pas dire que l'état antérieur est en rapport avec les choses si c'est simplement une manière d'être au monde. La manière d'être au monde de la personnalité, elle existait avant, à l'embauche, elle existera après, et ça ne rentre pas dans les troubles qui feraient un état antérieur pathologique. Juste une petite précision, parce qu'en trois... Oui, quand je parlais oui, vous avez complètement raison, je ne suis pas psychiatre, donc je me soumets à votre commentaire, mais je sais très bien qu'en effet, sur le plan médico-légal, la notion de personnalité n'est pas un état antérieur. L'idée, c'était de reprendre une biographie, si vous voulez, sans que ce soit un état antérieur au sens médico-légal, mais est-ce que la biographie a vraiment été détournée par le fait que j'analyse ou pas? C'est ça que je voulais dire. Ok, d'accord. Mais pardon pour l'abus de langage. Non, mais je préférais qu'on le dise, on est entre nous. Mais vous avez raison. Non, c'est très important. Ce n'est pas la personne. Mais là, on est plus en droit commun. Vous êtes sans doute un expert de droit commun aussi, puisque vous soulignez. Non ? Oui, aussi. Oui. Ben voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, là, en statutaire, on n'est pas. L'état antérieur ne vient pas se soustraire. L'état antérieur vient au sens d'analyse de l'évolution naturelle de cet état antérieur ou de cette personnalité, de cette biographie, en fait. Voilà. Ok. Quelqu'un lève la main? Je pourrais dire quelque chose. On a à l'occasion, étant psychiatre, des fois, rarement, des enquêtes médico-administratives qui nous sont adressées. Ce qui m'y a fait songer, c'est quand vous parliez du rapport du médecin du travail que Madame Fachot disait, qui avait une explication. C'est des fois quelque chose d'utile aussi pour nous, pour apprécier la dynamique dans laquelle l'accident est arrivé. C'est toujours intéressant. Bien souvent, c'est biaisé parce qu'on a simplement un rapport administratif de la hiérarchie qui nous inonde
de mails ou de dossiers retraçant des échanges écrits, bien difficile d'y trouver un sens par rapport à la lésion ou au trouble qu'on a constaté. Parce qu'il faudrait qu'on juge la valeur des mots, et c'est compliqué, je trouve. Dans votre discipline, l'exercice est particulièrement périlleux. En fait, une expertise, par définition, n'est pas un recueil de doléances. C'est très bien de conclure le chapitre sur l'imputabilité comme ça. On est bien en imputabilité. Vous avez vu les critères de Cordonnier et Muller. Il faut qu'il y ait un comparatif entre des lésions et un mécanisme. C'est facile quand on parle d'un accident de voiture avec une fracture de bras ou de jambe. Bon, on a le certificat et on a la radio, on a toutes les choses objectives. Et évidemment, on peut comparer un mécanisme et une fracture. Ça, c'est facile. Dans votre domaine, faites attention, enfin, pardon pour ce paternalisme. Non, mais vous avez raison. Faites attention, ça veut dire, au fait qu'une expertise n'est pas un recueil de doléances, et ce n'est pas parce que l'agent qui est assis en face de vous raconte quelque chose que c'est la vérité toute crue. C'est une vérité vécue, mais peut-être pas universelle. Et donc, c'est normal qu'il y ait le penchant opposé, absolument nécessaire dans le domaine de la psychiatrie, moins nécessaire, je vous l'ai dit, dans le domaine des lésions organiques, puisqu'on les objective par des examens, de connaître les circonstances de développement d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Vous aurez ça encore plus dans la maladie professionnelle et on en parlera la prochaine fois, mais même dans un accident, il faut que vous connaissiez les circonstances. Et si vous n'avez pas de rapport du CHSCT, de la hiérarchie, du médecin du travail ou autre, vous, à mon avis, vous ne... Enfin, pardon, je suis un peu, une fois de plus, autoritaire, mais vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose qui ne vous est rapporté que par un seul son de cloche. Vous pouvez reconnaître que ça a été vécu comme ça et que si les choses sont bel et bien passées comme ça, etc., alors oui, ça sera constitutif. Mais toujours, comme je vous disais tout à l'heure, s'il vous manque quelques éléments, ben, vous dites que vous n'avez pas les éléments pour aller au bout. En psychiatrie, il faut vraiment, comme il n'y a pas de possibilité d'objectiver, sauf s'il y a une hospitalisation, où là, vous avez un compte-rendu d'un confrère qui va vous raconter les choses et vous dire ce qu'il a constaté comme symptômes. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas affirmer une reconnaissance, vous pouvez la sous-entendre sous réserve de. Je pense. Ce qui vient vous faire dire, cher confrère le docteur Bouchard, enfin, ce qui vient pour moi, enfin, ce qui me dit de vous répondre, que vous ne pouvez pas faire sans ces rapports hiérarchiques, quand bien même ils sont envahissants. Je pense que là, qui ne dit mot consent. Oui, tout à Personnellement, fait. je me retire. Enfin, je me retire. Je n'ai rien à rajouter. Oui, je concluais en général en mettant l'accent quand il n'y a pas d'enquête ou de conclusion hiérarchique en disant que ce que j'amène comme conclusion sont uniquement appuyés sur les dires de l'agent qui est en face de moi et que ma foi, voilà. Il faut que vous sachiez qu'après, derrière, ça passe en comité et qu'au comité, il y a la hiérarchie. Il y a les représentants du personnel et donc il peut y avoir des témoignages au comité médical après qui permettent de prendre la décision. C'est pour ça que c'est pas, quand je vous dis, c'est vraiment pas de l'activité de Normand de dire il me manque tel et tel critère, c'est au contraire, ça va affiner la réunion du comité qui va dire bon, on a tout, il nous manque la durée d'exposition pour l'épaule ou il nous manque le rapport du CHSCT. Bon, racontez-nous les circonstances. Et c'est comme ça qu'après, le comité va prendre un avis qui parfois va diverger un tout petit peu du ressenti de l'expert, mais parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qui sont encore plus complets. Ok, c'est bien à savoir. Oui, non, mais il ne faut pas. J'ai été, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai été quelques années médecin du comité de CDG. Donc j'étais aux commissions médicales. Et il y a lutte. Honnêtement, c'est fait comme. C'est bien que vous l'imaginiez. Finalement, je suis encore bavard, j'en rajoute encore, mais c'est vraiment un énorme rectangle où il y a des administratifs, des représentants du personnel, des représentants de la hiérarchie. Chacun y va avec sa discussion. Et il y a une ligne où il y a les médicaux. Et puis les médicaux, à la fin, quand il y a des doutes, ça se vote à main levée. Et les médicaux n'ont pas une voix qui prédomine. Hein. Donc c'est vraiment. Faire un rapport en mettant le doigt sur des insuffisances d'informations, c'est aider le comité à avancer. Donc, ce n'est pas choquant. D'accord. Merci pour cette info, c'est bien. Non, c'est important.
OK? Sylvie ou Sylvain, je vous laisse. Oui, justement, effectivement, si tout est clair, en tout cas pour vous toutes et tous, merci en tout cas pour votre participation. Merci, Dr Beguery. Merci, Sylvie Pachot. Comme vous le disiez, Dr Beguery, il reste encore 2 sessions, en tout cas jusqu'à fin septembre. Une qui aura lieu le 25 septembre sur la maladie professionnelle et le 30 septembre sur la consolidation soins post-conso. Donc, il reste des places si vous souhaitez vous y inscrire. Et à l'issue de ce webinaire, je vous enverrai également une enquête de satisfaction qui nous permettra justement de pouvoir connaître votre degré de satisfaction et réfléchir justement à l'avenir de ce genre de webinaire et de ce genre d'événement. Merci à toutes et tous pour votre participation. Excellente journée à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée également. Au revoir. Au revoir. Au revoir.